Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, l'opposition congolaise de nouveau en ordre dispersé. Le divorce de l'opposition continue de susciter les réactions en République démocratique du Congo. Martin Fayulu se dit révulsé par la volte-face des deux ténors qui se sont retirés de l'accord de Genève. La stratégie de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe est-elle judicieuse ou risque-t-elle au contraire de faire le jeu du pouvoir? Je lancerai le débat dans quelques instants. Le recours aux énergies renouvelables de plus en plus envisagé comme une piste sérieuse pour réduire la précarité énergétique. C'est le cas notamment au Kenya où le gouvernement tente d'amorcer une transition entre autres vers la géothermie, énergie sur laquelle ce pays de la Corne de l'Afrique est à la pointe. Dans la région, le Kenya profite en effet de la spécificité géologique de la vallée du Rift et le potentiel est estimé à 10 000 mégawatts. Voilà donc pour les titres et pour en parler avec moi sur ce plateau, Sylvain Ulrich Obam, bonsoir. Bonsoir Zara. Vous êtes avocat au barreau de Paris, doctorant en droit public et voici votre dernière publication, La perspective d'un Gabon cool, une ambition chimérique, point d'interrogation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, monsieur Kodjo Ndoukouma, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également doctorant en droit, cadre au sein du parti au pouvoir en République démocratique du Congo, le PPRD, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Sur ce plateau également, monsieur Patrick Mboyo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste et enseignant à l'Université d'Evry. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation et sans plus tarder, notre premier débat. Un manque de maturité politique peut-on lire sur les réseaux sociaux et entendre aussi de la bouche des Congolais au sujet du retrait d'une partie de l'opposition de l'accord sur la désignation du candidat unique Martin Fayulu en vue de la présidentielle du 23 décembre. Volte-face de Félix Tshisekedi de l'UDPS et de Vital Kamerhe de l'UNC. L'accord de Genève aura duré 24 heures seulement avant de voler en éclats. Martin Fayulu a manifesté son indignation à la suite donc de ce coup de théâtre qui alimente la confusion à 10 jours seulement de l'ouverture de la campagne présidentielle. Voyez ce reportage de notre correspondant en République démocratique du Congo, Jacques Mbouka. Retrait de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe de l'accord de Genève. La situation alimente les débats politiques congolais et fragilise encore un peu plus l'opposition. C'est donc une voie pour plusieurs candidatures de l'opposition qui est ainsi ouverte face à Emmanuel Ramazani Shadari, porté par une plateforme créée par le chef de l'État, le Front commun pour le Congo. Le FCC a un projet alternatif crédible. Nous souhaitons qu'on fasse du FCC que d'autres proposent aussi un projet crédible. En ce moment-là, il y a un débat de projet contre projet, de programme contre programme. On a trop focalisé sur les individus. L'initiative d'une candidature commune de l'opposition consistait entre autres à l'élaboration d'un projet de société avec un candidat commun. Tous les 7 leaders avaient donc la mission de battre campagne pour les candidats désignés. Après le retrait de 2 leaders, c'est la désolation qui n'empêche pas certains d'y croire encore. Il reste la volonté du peuple congolais d'aller à l'alternance, d'avoir des élections crédibles, au-delà de sentiments compréhensibles ou non compréhensibles des uns et des autres. Je crois qu'il faut garder confiance dans notre capacité à aller aux élections. Il faudrait poursuivre les objectifs inscrits dans l'accord de Genève, estime bon nombre d'analystes. Lutter pour des élections libres et transparentes et sans la machine à voter sont les premiers de ces objectifs. Notons tout de même que l'UDPS de Félix Tshisekedi s'était déjà engagé d'aller aux élections avec ou sans la machine à voter. Alors, l'opposition part donc en ordre dispersé. Patrick Mboyo, vous avez été surpris, vous, par ce coup de théâtre Surpris et surtout navré de ce spectacle d'ignominie complète. Avant de parler, j'aimerais relater une anecdote, si vous voulez bien. Nous sommes en 2002. J'ai eu la chance, avant d'être et délégué des étudiants en France, d'avoir été chef de promotion à l'université de Kinshasa. Ceux qui connaissent l'université de Kinshasa savent, plus de 1000 étudiants dans une promotion de première année.
Le professeur Évariste Beauchab devait venir, que mon interlocuteur en face connaît très bien, devait venir donner cours de droit constitutionnel. Il devait arriver, déjà le matin, les étudiants n'avaient pas eu cours, il devait arriver à 14h, on était 14h30, il n'était pas là. Jean-Louis Essambo, qui est juge constitutionnel, qui était juge constitutionnel à l'époque, il était son chef de travaux. Il m'appelle dans son bureau, il me dit « Monsieur Mboyo, vous devez retenir vos étudiants parce que le professeur est retenu par le président de la République. À l'époque, il était chef de cabinet du Joseph Kabila. Vous devez retenir vos collègues jusqu'au moins 15h quand le professeur arrivera et vous ferez cours jusqu'à 19h et non à 18h. » J'entre dans la salle, j'ai dit à mes collègues « Voilà, vous allez avoir cours, nous aurons cours. » Jusqu'à 19h, pendant que les étudiants braillaient. Pourquoi j'ai fait ça? Ça me rappelle cela aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand on est appelé à être responsable, on vous confie des responsabilités pour gérer vos collègues étudiants, gérer un parti, gérer une activité d'association, vous devez savoir parfois vous surpasser. Parfois être prêt à affronter la colère, parfois être prêt à assumer plus que ce que vous pouvez assumer simplement parce que vous êtes responsable. Et ça, ni M. Kamere, ni M. Félix Tshisekedi n'ont prouvé qu'ils en sont capables. Et pour moi, ils sont disqualifiés. Monsieur Obama, avant peut-être d'interroger l'un des cadres du PPRD, avoir peut-être une première réaction, en tout cas l'une des premières réactions du parti. Enfin, vu de l'extérieur, on ne peut qu'être surpris parce que cette union est historique en l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Et on pensait qu'avec cette coalition, cela pourrait amener justement à mettre un terme à la dictature de M. Kabila. D'un autre point de vue, vous avez essayé de faire peser sur M. Tshisekedi, autant pour moi, une absence de maturité politique. Mais ce serait trop lui faire grande mansuétude que de penser qu'il est mature politiquement. Parce que lorsqu'on lit le préambule du fameux accord de Genève, ils sont bien conscients que seule l'unité de l'opposition peut faire échec au régime Kabila. Alors, dénoncer un accord 24 heures après sa conclusion peut interroger sur les causes réelles de cette réunion. Alors, Kojo Ndoukouma, vous du côté du PPRD, quelle est votre réaction? Est-ce que vous vous frottez les mains à la suite donc de ce revirement? On a vu quand même quelques réactions du parti sur les réseaux sociaux. Oui, mais aujourd'hui nous avons une preuve patente qu'en RDC, il n'y a pas d'alternative crédible par rapport au pouvoir. Et je voudrais dire à mon collègue, docteur, que la RDC n'est pas une dictature dans le sens où nous avons organisé les élections en 2006 qui ont vu le président Kabila triompher par la voie des urnes et également en 2011. Et donc nous sommes une démocratie et pas une dictature. Alors ceci dit, pour la date du 23 décembre, il a fallu quand même attendre plusieurs mois avant de pouvoir arracher cette date du 23 décembre au pouvoir congolais. Effectivement, il y a eu des contraintes d'ordre matériel qui ont été portées à la connaissance de la Cour constitutionnelle et il y a eu un arrêt le 18 octobre 2016 disant que la CENI pouvait, pour cas de force majeure, prolonger la date des élections. Mais pour revenir sur la question, nous nous rendons compte que les reproches qui nous sont souvent faits du pouvoir en termes de non-respect de textes, en termes de non-constance, ces reproches, en fait, c'est vérifié aujourd'hui dans le chef de l'opposition. Et cela explique également l'attitude du pouvoir, qui a toujours été de pouvoir rester dans la préparation des élections plutôt que d'aller encore d'accord en accord pour pouvoir essayer de trouver un modus vivendi avec cette opposition qui ne sait même pas s'unir pour un objectif qui est clair, la conquête du pouvoir. Alors, vous dénoncez une opposition qui ne parvient pas à s'unir, mais on a vu quand même que depuis décembre 2016, l'un des combats de l'opposition, c'était quand même obtenir la tenue de ces élections. Est-ce que ce n'est pas aussi cela, juste le fait de pouvoir aller voter, qui a fait que l'opposition n'a pas pu, au cours de tous ces mois, élaborer une véritable stratégie? Non, je ne pense pas que la question se situe à ce niveau. Nous sommes en face d'un pouvoir qui est prêt à tout pour rester
aux affaires que pour rester aux affaires. Le pouvoir de M. Kabila ne respecte pas les Congolais. Le pouvoir de M. Kabila ne respecte pas les textes. Ce n'est pas parce que l'opposition aujourd'hui nous offre ces spectacles ignobles qu'il faut oublier tout ce que Kabila a fait dans ce pays depuis toutes ces années. Non. D'un côté comme de l'autre, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Simplement, l'opposition, je peux dire les deux dirigeants, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un accord qui associait 7 leaders de l'opposition, représentant une bonne partie de la frange de la République démocratique du Congo. Et comme l'a dit tout à l'heure mon co-débatteur, c'est que personne aujourd'hui dans l'opposition n'est capable de gagner. Moi je dis toujours, on ne peut pas, il n'y a aucune théorie politique, scientifique qui peut être démontrée pour dire que pour que l'opposition remporte une élection à un tour, il faut qu'elle soit unie. Mais simplement, en unissant les forces, on démultiplie les chances et face à un pouvoir du genre de M. Kabila et à une CENI qui est complètement à sa botte, s'unir serait la meilleure des solutions. Là, je suis d'accord. C'est une option qui apporte une plus-value, mais ce n'est pas le passage obligé. Simplement, à partir de ce moment où vous êtes conscient de cela, il y a eu des tractations, il y a eu des discours, des meetings organisés des membres de l'opposition, 2 meetings organisés de toute l'opposition à Kinshasa, au cours desquels on a parlé du problème du programme commun et du candidat commun de l'opposition. Tractation à Bruxelles, tractation à Pretoria, tractation à Genève. Et vous arrivez au bout du compte à vous défaire, à vous dédire de façon aussi calamiteuse devant le monde entier, ça pose problème. Le problème se situe surtout à ce niveau de ces 2 leaders, mais je pense qu'ils ne sont pas les seuls. Certains aussi sont tentés de leur emboîter le pas, mais je pense que ce sera une expérience très triste à reproduire. Sylvain Ulrich. Oui, avant de rebondir sur l'actualité, je voudrais d'abord revenir sur ce qu'a pu soutenir mon co-débatteur. Un démocrate ne pratique pas la présidence perpétuelle. D'accord? Je ferme la parenthèse. Sur l'accord Lamuka, je dirais que partons des fondamentaux. La forme même de cet accord, parce que l'article 1, l'engagement de cet accord, prévoit que les signataires de cet accord vont élire le candidat commun qui a été retenu dans la liste définitive. Parle de désigner. De désigner, autant pour moi. Par la liste définitive de la CENI. Dans ces 7 signataires, 3 ne sont pas candidats. Et parmi ces 3, je pense que M. Fayulu a beaucoup plus d'acquaintance avec M. Katumbi et M. Bemba. Donc, je comprends, je vois assez mal comment un homme aussi expérimenté politiquement que M. Tshisekedi et M. Kamere pouvaient penser être désignés par ces 7 signataires au regard de la composition de la coalition. Ça, c'était un premier point. Donc, au sortir de là, dénoncer l'accord. Donc, ce qui voudrait dire que, avant même d'aller à Genève, à Pretoria et ailleurs, les candidats avaient estimé qu'il nous faut une candidature unique à condition que ce ne soit que moi. Donc, c'était en quelque sorte une alliance un petit peu contre nature. Oui, c'est-à-dire que si je ne suis pas élu, il n'y a pas de coalition possible, parce que c'est ce qui en découle après la désignation de M. Fayulu. M. Kamere de son côté, M. Tshisekedi de l'autre côté. Si vous permettez, juste une précision. Bon, allez-y, je vais parler. D'accord. Oui, je vous en prie. D'accord. Bon, le président Kabila a exercé ses 2 mandats. Tout le monde lui a jeté l'a priori qu'il allait briguer un 3e mandat, il ne l'a pas brigué. Donc le simple respect des textes pour lui fait aujourd'hui de manière historique un démocrate et une personne respectueuse des textes. Alors ceci dit, c'est maintenu au-delà de son mandat constitutionnel. Oui, bon. Alors, peut-on échafauder une théorie scientifique pour savoir si l'opposition unie ou non unie ou désunie peut remporter les élections? Nous avons déjà une cartographie. En 2006, le président Kabila est allé aux élections contre Bizenga et il est allé également aux élections contre Jean-Pierre Bemba.
Au bout du compte, c'est le président Kabila qui l'a remporté à la majorité absolue. En 2011, il y a eu la révision de la Constitution. Quand on regarde le score, M. Bemba n'était pas là, mais c'est le président de la République, Joseph Kabila, qui a encore eu 48% de voix et l'a remporté à la majorité relative, alors que Étienne Tshisekedi, le père, avait 32%, Vital Kamerhe 7%. Donc il y a déjà une cartographie électorale qui se dessine pour connaître le poids de chacun. Si ces personnes vont effectivement de manière désunie, nous ne voyons pas comment en 2018 ces gens pourraient améliorer leur score. Et même lorsque on additionne les scores de toutes ces personnes qui étaient des perdants d'hier, on n'arrive pas nécessairement à dépasser le score électoral du chef de l'État. Ceci dit... Alors ça évolue quand même, un électorat, ça évolue, voilà. Effectivement. Ceci dit, le défi pour nous, avec le candidat Chadari, c'est de pouvoir faire tout autant ce score de 48% et de le faire mieux. Alors comment nous pensons le faire? Nous sommes nettement mieux préparés aujourd'hui que l'opposition. Nous sommes à 7 jours de la campagne électorale. Et à 7 jours de la campagne électorale, nous avons une machine électorale avec 48 cellules de direction de campagne, alors que l'opposition ne sait pas encore exactement avec quel candidat il va partir. Si nous prenons M. Fayoulou, qui est soutenu par le reste de leaders de l'opposition, il sera nécessairement neutralisé, comme ça s'est fait à Genève, par les deux autres qui font cavalier seuls. Et donc, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse, et nous qui conservons nos voix, nous allons nécessairement pouvoir faire un score honorable. Bon, je vais peut-être vous répondre, vous avez peut-être la mémoire assez courte, mais je vais vous rappeler certaines choses, des basiques. En 2006, nous avions un système électoral à 2 tours. Oui. D'accord? Ce n'était pas un tour. C'est-à-dire M. Kabila n'a pas remporté la majorité absolue. Il est arrivé premier avec 42%. C'est Jean-Pierre Bemba qui a fait un très grand score et qui a réussi, sans je dis, l'aide de l'armée, parce que c'était Kabila qui contrôlait l'armée, à pouvoir imposer un second tour d'élection présidentielle. Il faut lui reconnaître ça. Et puis, quand il y a eu le second tour, Kabila a battu Bemba à l'écart de 8 points. À la majorité? Majorité relative. Parce qu'il y a un second tour. On ne peut pas parler de majorité absolue. Plus de 50%. Allons-y. Voilà. Donc, il faut forcément qu'il y ait un gagnant. Là, on ne peut plus parler de majorité absolue. Donc, c'était un écart de 8 points. Et en 2011, Jean-Pierre Bemba n'était pas candidat, comme vous l'avez soulevé. Et c'était Joseph Kabila. Il y a eu un autre scrutin qui est arrivé. Un autre scrutin, un tour. Et Kabila a fait, vous qui aimez bien parler de majorité absolue, moins de 50%. C'est une majorité relative. Majorité relative. Oui, je l'ai dit. On y revient. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes en 2018. Kabila n'est pas candidat. Jean-Pierre Bemba est de retour. Si vous voulez faire l'arithmétique, comme vous pensez que l'élection est une question d'arithmétique mécanique, comme vous le pensez, Jean-Pierre Bemba avec ses 42% de 2006, Étienne Tshisekedi avec ses 33, additionnez, continuez d'additionner, faisons la globalité et faisons la moyenne. Vous allez voir que c'est l'opposition qui remporte. Si vous additionnez les scores de Jean-Pierre Bemba, vous additionnez les scores de Tshisekedi et de Kamerhe et tous les autres, vous verrez que c'est l'opposition qui remporte l'élection par tous les moyens. C'est pour ça que je vous dis qu'aucune théorie scientifique ne peut justifier que l'opposition partie des Unis va gagner. Autre chose que je vous informe aujourd'hui, que Martin Fayoulou, que vous voyez, n'est peut-être pas aussi connu que tous les autres. C'est un fait. Mais simplement Martin Fayoulou, pourquoi Bemba et Katumbi, qui ne sont pas partants, même Mouzito, sont dans cette alliance? Parce qu'ils ont une base très forte. Jean-Pierre Bemba, son parti, présente le plus grand nombre de candidats aux élections législatives nationales et législatives provinciales. Ça, vous le savez. Plus que votre coalition réunie, pas le PPRD, plus que la coalition FCC réunie. C'est-à-dire Jean-Pierre Bemba lui-même constitue une base et un réseau plus étendu que le FCC. Alors, prenons le réseau du... Alors, pardonnez-moi Patrick, hein. On va marquer une très courte pause. Vous allez pouvoir continuer. Kojo Ndoukouma, vous aurez l'opportunité de répondre. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.